Bonjour, vous m'entendez? Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette deuxième journée de la fête de la science à Villard-de-Lans. Pour rappel, la fête de la science, c'est un événement national organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sur un sujet par an. Ce sujet cette année, c'est intelligence avec un S. Il y en a beaucoup et plusieurs différents. Et donc samedi dernier, pour ceux qui étaient là, vous vous en souvenez, c'était plutôt une approche sur comment fonctionne le cerveau, et comment ce cerveau peut être en compétition finalement avec des intelligences virtuelles ou artificielles. Et cette semaine, ce samedi, pardon, on a donc plutôt un thème autour de l'environnement des intelligences, comment l'intelligence et les différentes intelligences communiquent avec leur environnement. Et pour ça, donc, on a invité Christian Graff, laboratoire de psychologie et de neurocognition à l'UGA, qui va donc nous parler. Je le laisse dire quel titre sera sa conférence. Voilà. Alors juste un détail, vous avez vu qu'il y a un food truck sur le parvis. Je vous invite à midi à manger là, on pourra continuer à discuter, il y a des tables installées, on pourra continuer à discuter sur le sujet, pour toutes les questions que vous vous posez. Maintenant, vous pouvez aussi poser des questions directement à Christian, qui veut bien vous en poser même pendant son exposé, à votre guise. Voilà, Christian, c'est à toi, merci. Merci beaucoup. Bonjour, merci à l'UIAD de m'avoir invité. Je suis très honoré de voir un grand public ici qui est réuni pour m'entendre parler normalement d'intelligence. Alors, moi, personnellement, donc j'ai été sollicité dans le cadre de la fête de la science pour parler d'intelligence et en général d'intelligence animale parce que j'ai une activité de mon recherche, une bonne partie de mes activités de recherche qui ont concerné l'animal pendant un certain temps. Et effectivement, je suis un animal, mon père est un animal, ma mère et dans ma famille, on est tous des animaux humains. Et en ceci, on partage avec les animaux un certain nombre de caractéristiques. Et puis, on a des caractéristiques spécifiques. On a fabriqué aussi des machines qui présentent avec nous des homologies, des ressemblances. Et on parle d'intelligence artificielle. Alors, je suis un petit peu gêné de m'exprimer sur l'intelligence stricto sensu, puisque ce n'est pas mon sujet de recherche, ça n'a jamais été, même si, évidemment, ces intelligences, je les ai côtoyées. Donc je vais vous parler un petit peu de comportement animal, d'éthologie. Je vais vous parler de psychophysique, qui est une discipline qui essaye de voir les liens entre le monde physique, c'est-à-dire le monde qu'on est capable de mesurer avec nos appareils, et le monde psychique, c'est-à-dire celui que nous ressentons. Et celui-ci passe par les organes des sens ou par des capteurs. Et on va voir un petit peu le grand parallèle que je vais faire et comment je suis passé de l'étude de l'animal à ce qu'on appelle les interfaces humain-machine aujourd'hui, les interfaces humain-machine. Donc ces dispositifs qui permettent aux humains de communiquer avec les machines, qui permettent aux machines de communiquer avec les humains. Alors, mon discours, il va tourner autour d'un concept fondamental que l'on doit à un savant, comme on les appelait, de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, Jakob von Uexküll. Alors, c'était un Balte, je crois qu'il était estonien, mais de langue allemande, donc il a écrit en allemand. Et il a développé un concept fondamental que l'on appelle l'Umwelt. Et ce concept fondamental, donc, c'est un mot allemand qui est actuellement utilisé en philosophie, en éthologie, comme souvent quand on a un concept qui est développé dans une langue, on a du mal à le traduire dans une autre langue, mais je vais essayer de le faire pour vous. Donc le mot Umwelt, c'est étymologiquement, Welt, c'est le monde en allemand. Donc c'est world en anglais, donc c'est la même famille germanique. Et veut dire autour. Donc c'est le monde autour, c'est le monde
qui nous entoure, mais pas tout à fait comme l'environnement tel qu'on le comprend aujourd'hui ou tel que le signifie le mot aujourd'hui en allemand. On l'appelle monde propre ou monde spécifique. Alors, il ne s'agit pas d'un environnement sans saleté, et le mot spécifique, mais ce que l'on a en propre. Et le mot spécifique ici, c'est au sens biologique, c'est-à-dire le monde qui est propre à l'espèce. Alors, le principe est assez simple à comprendre. Nous vivons dans un espace ici, qui est un espace matériel, on a de la matière, etc. Et ce monde nous parvient à travers nos organes des sens. Et donc, nous nous voyons, nous entendons, nous touchons, etc. Et il y a évidemment ici d'autres phénomènes que nous ne percevons pas. Et une mouche qui se trouverait dans cet espace, elle sentirait des choses que nous ne sentons pas, elle serait sensible à des vibrations auxquelles nous ne sommes pas sensibles, des effluves de vent, etc. Et donc, lorsque vous êtes chez vous à regarder un écran avec votre chien à côté de vous, eh bien, le chien et vous n'êtes pas dans la même sphère sensorielle, parce que vous voyez des couleurs que le chien ne voit pas, parce qu'ils sont des odeurs que vous ne sentez pas. Si quelqu'un arrive, il va sentir une foule d'odeurs sur sa main, sur son visage, émanant de ses vêtements par les véhicules qu'il a pris pour arriver, etc. Et donc, on côtoie l'animal du point de vue strict, réel, on est dans le même monde, mais on interagit avec son environnement à partir de ce qu'on en perçoit. Et donc, le chien qui entend des ultrasons, si vous avez des souris qui ont fait des petits dans la cuisine, il va entendre les ultrasons que font ces petites souris, que vous n'entendrez pas. Donc, on vit ensemble, mais on n'est pas dans le même monde. Et donc, ça, c'est une notion qui a été reprise plus tard sous le terme d'interface. Et donc, ça, c'est la sphère sensorielle. Et cette sphère sensorielle, comme je disais, eh bien, elle varie selon les espèces. Donc ici, j'ai quelques exemples. Un en particulier, ce sont des exemples emblématiques. Vous avez, par exemple, le chien dont je parlais tout à l'heure. Le chien ne voit pas ces couleurs. Hein. Je ne sais pas si ça se voit bien, mais le chien voit en noir et blanc. Donc le chien tel que vous le voyez n'est pas le chien tel qu'il se voit lui-même. Vous avez un exemple très emblématique de la neuroécologie qui est la chauve-souris. Vous savez qu'elles émettent des ultrasons qu'elle entend avec ses grandes oreilles, et elle entend les échos de ce qu'elle produit, qui lui permettent de repérer les obstacles, qui réfléchissent les sons qu'elle produit. Et le dauphin, lui aussi, utilise ce qu'on appelle qu'on appelle l'écolocalisation pour se diriger dans les profondeurs, parce que les dauphins, les cachalots peuvent descendre à des profondeurs où il n'y a plus de lumière, et ils repèrent leur proie, ils se repèrent entre eux grâce à ces sons-là. Donc ils vivent dans un monde qui est tout à fait différent du nôtre. Et le dernier modèle sur lequel j'illustrerai mon propos aujourd'hui, c'est cet étrange poisson que l'on appelle le poisson éléphant, qui est une espèce parmi de nombreuses autres espèces de poissons qu'on appelle à faible décharge électrique. C'est un poisson qui émet des décharges et qui ressent des décharges que nous ne percevons pas. On reviendra là-dessus. Réciproquement, nous agissons sur le monde avec notre équipement moteur. Donc nous recevons le monde avec notre équipement sensoriel, et notre équipement sensoriel il est spécifique, il est propre à notre espèce, mais nous agissons aussi sur le monde avec notre équipement moteur. Donc nous sommes capables de manipuler des objets, nous sommes capables de marcher, etc. Mais lorsque vous vous déplacez dans le parc ici, vous déplacez dans un monde qui n'est pas le même que celui d'un écureuil.
Parce que l'écureuil, il utilise sa queue pour planer, il grimpe aux arbres et il ne court pas sur les sentiers. En général, il les traverse et il remonte. Donc, dans un même espace partagé par différentes espèces animales, dont l'espèce humaine qui nous intéresse particulièrement, eh bien, dans un même espace, on n'interagit pas avec l'environnement de la même façon. Vous savez très bien qu'une ville n'est pas la même ville quand vous êtes en voiture ou quand vous êtes à pied. Quand vous êtes à pied ou sur des roulettes, s'il y a un décrochement de 5 ou 10 cm sur votre passage, à pied, vous n'en rendez pas compte. Si vous êtes en trottinette, vous êtes en fauteuil roulant, ça a une très grande importance. Donc on ne vit pas dans le même monde selon la façon dont on a de se déplacer, d'interagir avec le monde. Donc ça c'est la sphère d'action, il y a son nom barbare aussi, et donc qui est différent pour chacun. Donc la chauve-souris qui vole, évidemment, elle ne se comporte pas comme nous. Lorsque une chauve-souris rentre dans une grotte, elle ne rentre pas dans une grotte du Vercors comme rentre un spéléologue. Et elle n'entend pas, elle perçoit les choses différemment de lui, et elle ne trempe pas ses bottes dans la boue. Et de la même façon, si vous êtes en train de marcher sur une prairie avec votre chien, eh bien, si la façon dont vous écrasez l'herbe n'est pas du tout la façon dont lui la sent avec ses pattes, il sépare l'herbe avec son museau, et si à côté de vous il y a une abeille, l'abeille voit des couleurs sur les fleurs que vous voyez blanches, elle voit de l'ultraviolet, elle voit de l'infrarouge, elle voit des couleurs que vous ne voyez pas, que le chien ne voit pas, et quand il y a une barrière, ben, c'est tout un problème pour passer la barrière, le chien passe en dessous, l'abeille elle passe au-dessus. L'abeille, sans doute, un barbelé n'existe même pas pour l'abeille. Et on arrive maintenant à un concept qui est un petit peu plus osé, qui est le concept d'Umwelt. Alors, on arrive au concept d'Umwelt, donc qui est le monde tel qu'il existe lorsqu'on interagit avec lui. Mais de Umwelt, Frohnowski est allé plus loin jusqu'à la notion d'Innenwelt. Et c'est là quand même qu'il y a un lien sans doute avec l'intelligence. L'Innenwelt, on retrouve le radical Welt, world, le monde interne, avec le in de intérieur, le in qu'on a en latin, en anglais, en allemand, une vieille notion. Donc c'est le monde interne. Alors qu'est-ce que le monde interne? Il est non seulement spécifique, c'est-à-dire propre à l'espèce, mais il est même individuel. Parce que dans mon Umwelt, vous êtes présent, il y a l'herbe que je vois là, etc. Et puis il y a le parking. Et pourtant je ne vois pas le parking. Mais je me rappelle du parking parce que j'ai laissé ma voiture sur le parking. Donc dans mon monde, si je ferme mes yeux, je ne vous vois plus, mais je sais que vous n'avez pas disparu et vous existez encore. J'existe dans votre monde, même si vous bouchez les oreilles, même si vous fermez les yeux, parce que vous avez le souvenir, évidemment, de toutes les influences sensorielles que vous avez reçues, et vous avez aussi le souvenir de toutes les actions que vous avez eues sur cette influence sensorielle. Donc, lorsque vous traversez une allée que vous avez traversée des dizaines de fois, vous êtes peut-être plus ou moins sensible à la botanique, mais peut-être que vous ne saviez absolument pas si vous êtes passé à côté d'un noisetier ou vous êtes passé à côté d'un autre arbre. Mais l'écureuil, lui, il s'en rappelle parce que l'hiver dernier, il a manqué de crever de faim et il était bien content de retrouver quelques noisettes qu'il avait cachées au pied d'un buisson. Et pour lui, un noisetier, un cèdre ou un autre arbre, c'est tout à fait différent parce que il n'a pas eu la même interaction, il n'a pas mangé les mêmes aliments. La texture de l'écorce, pour nous, quand on passe à côté d'un arbre, n'a pas de grande importance. Pour lui, c'est évidemment aussi important que pour nous de savoir s'il y a un ralentisseur sur notre route. Donc, l'animal et l'animal humain se construit un monde interne, c'est ce fameux Innenwelt.
Et cet Innenwelt, il se construit avec des interactions, mais il se construit aussi avec un cerveau. Tout à l'heure, je vous illustrerai cela avec un cerveau très particulier. C'est-à-dire que derrière les énormes oreilles que l'on voit ici de ma chauve-souris, derrière ces énormes oreilles, qui, on comprend bien, ont évolué pour cette fonction, enfin avec cette fonction de capter les ultrasons, derrière, il y a des centres de traitement du signal. Donc il y a des centres de traitement de l'audio, et les cerveaux des vertébrés, dont nous faisons partie, sont construits sur un même schéma général. On a 5 vésicules, bon, je ne vais pas vous embêter avec le nom de ces vésicules, et on a une partie qui sert à traiter les informations auditives que l'on retrouve chez un chien, que l'on retrouve chez un dauphin, et qui correspondent à une partie qui permet de capter les vibrations de l'eau, ça s'appelle la ligne latérale, chez un poisson. Eh bien, la partie qui traite des informations auditives chez une chauve-souris, elle est énorme par rapport à une souris qui a un cerveau de la même taille. Et chez la souris, par contre, la souris, c'est à l'avant du cerveau. Vous avez ce qu'on appelle les bulbes olfactifs, que nous avons aussi, mais qui sont tout petits chez nous. Et ces bulbes olfactifs, ils sont hyper développés chez une souris qui vit dans un monde d'odeurs, qui cherche sa nourriture avec les odeurs, qui trouve son partenaire sexuel avec ses odeurs, qui interagit avec ses petits avec les odeurs. Alors qu'un dauphin, lui, n'a même plus de bulbes olfactifs. La partie qui traite des odeurs n'existe même plus chez... voilà. Donc, vous imaginez que la façon dont nous traitons l'information, la façon dont nous réfléchissons, eh bien, elle est évidemment parente de chacun de ces animaux, mais ces animaux n'ont pas le même cerveau que nous. Actuellement, depuis une quinzaine d'années, on a commencé à travailler sur le thème de la conscience, qui est un thème un petit peu ésotérique pendant longtemps, mais les neuroscientifiques s'en sont occupés, et ils ont trouvé des indices de conscience, qui permettent de savoir si une personne a perdu conscience, si une personne dans le coma n'a plus de conscience, ou si elle perçoit les choses mais ne peut pas s'exprimer. Eh bien, les indices de conscience qui sont utilisés chez l'homme, eh bien, si on utilise un cerveau de singe, par exemple, on va retrouver les mêmes indices, qui laissent entendre que le singe, lui aussi, est conscient, alors que pendant longtemps, on disait l'homme est conscient, l'animal est un mécanisme, et on disait l'animal. Aujourd'hui, on dit l'homme et les autres animaux, on ne va pas dire l'animal, ou alors il faut inclure l'homme. Donc, pour rester un petit peu dans le thème de l'intelligence, j'insiste un petit peu sur cette Innenwelt, qui est donc le résultat des interactions que l'on a pu avoir avec notre équipement moteur et sensoriel, et du souvenir qu'on en a gardé. Alors, je vais passer maintenant... Alors, j'ai oublié de vous annoncer, donc en gros, ma présentation, elle va faire 3 parties. Là, on a une partie théorique. Je vais passer une deuxième partie sur l'animal en utilisant, non pas le dauphin, mais je pourrais en parler aussi parce que j'ai fait quelques travaux sur les dauphins, inspirés des travaux sur les poissons électriques. Donc une deuxième partie sur l'animal et une troisième partie sur les interfaces humain-machine qui sont le sujet sur lequel je travaille actuellement. Donc je suis prêt à m'interrompre. Là, s'il y a des choses qui sont floues, qui vous ont stimulé, qui vous ont rappelé quelque chose, je peux m'arrêter, on peut un petit peu interagir. Sinon, je continue. Donc, s'il y a des questions. Moi, j'avais une question sur les indices de conscience. Oui. Ça se traduit comment? Alors, on regarde en imagerie médicale, vous avez différentes parties du cerveau qui consomment plus ou moins d'oxygène, par exemple. Et donc, on a des systèmes qui permettent de savoir quelles sont les parties du cerveau qui sont plus ou moins conscientes, qui sont plus ou moins actives. Et lorsque on est conscient, c'est la répartition des activités est plus importante. Ça se calcule
calcule avec des formules qui sont propres de la formule mathématique de l'entropie, c'est-à-dire du niveau de désordre ou du niveau d'ordre. Et lorsque l'on est conscient, on n'a pas seulement certaines parties qui travaillent indépendamment, mais on a tout le réseau qui est interconnecté. Et donc ça se voit sur un cerveau humain, mais si vous êtes sur un cerveau animal, vous pouvez avoir le même indice, la mesure, bon c'est une formule mathématique que j'ai pas en tête, mais la mesure qui est utilisée donne, si l'animal est inconscient, qu'il est anesthésié par exemple, donne le même résultat que si l'homme est anesthésié, mais s'il est éveillé, on retrouve la même chose. Donc les indices qui permettent de définir d'objectiver la conscience chez les humains fonctionnent aussi sur l'animal. Alors évidemment, on mesure la même chose, ça ne veut pas dire que c'est la même chose, mais on va dire qu'on est parti d'une philosophie du 19e, du 20e siècle dans laquelle on considérait que l'animal était un mécanisme et que l'homme avait un mécanisme semblable, mais une conscience qui pilotait le mécanisme. Aujourd'hui, et on disait, l'animal, on ne sait pas s'il est conscient, donc on fait comme s'il ne l'était pas. Aujourd'hui, on a une espèce de retournement du 21e siècle sur la vision qu'on a sur l'animal, où on dit plutôt qu'il n'y a pas de rupture franche entre l'homme et l'animal. Donc, de la même façon que moi, comment je peux savoir si vous êtes conscient, ou si vous simplement vous faites comme moi, ça ressemble à ce que je fais, à ce que je vois dans le miroir, mais peut-être que vous n'êtes pas conscient, mais c'est quand même plus logique de me dire que vous êtes consciente comme moi. Eh bien, on se dit, l'animal, pourquoi se dire qu'il n'est pas conscient, puisqu'il y a une continuité. Donc, l'hypothèse, ce qu'on appelle l'hypothèse la plus parcimonieuse, c'est-à-dire la théorie la plus simple, aujourd'hui, on considère que l'animal est conscient. Alors qu'avant, on disait, voilà. Après la conscience de l'animal, il n'a pas le même cerveau, donc ce n'est pas la même conscience que la mienne. Et la mienne n'est pas exactement la même que la vôtre. Alors je vais vous parler donc de mon animal fétiche, à moins qu'il y ait une autre question avant. Non. Donc mon animal fétiche, donc vous voyez ce poisson, c'est une espèce parmi d'autres, on l'appelle le poisson éléphant. Donc c'est un poisson électrique, mais c'est un vrai poisson, hein. Il est naturel, il nage, il respire, il mange, et on peut le manger. On l'appelle poisson éléphant parce qu'il y a ce prolongement ici, qui en fait, si on regarde de près, mais on en verra peut-être une autre photo tout à l'heure, est un barbillon en fait. Il est placé devant en prolongement du menton. Et ce poisson électrique, il a donc la particularité d'avoir ici, dans le pédoncule caudal, donc dans l'attache de la queue, une organisation particulière qui forme ce qu'on appelle un organe électrique. Cet organe électrique, c'est un empilement de cellules qui sont dérivées de cellules musculaires. Alors, vous savez que nous avons des muscles et des nerfs qui fonctionnent d'une certaine façon à l'électricité. En fait, une cellule musculaire ou autre, c'est un sac membranaire, et dans ce sac, vous avez des substances qui ne sont pas les mêmes à l'intérieur qu'à l'extérieur, et à certains moments, la membrane change de configuration, et des ions, des particules chargées traversent. Et ceci s'appelle le potentiel d'action musculaire, pour un muscle, ou potentiel d'action nerveux. Et c'est ce qui permet de faire des électroencéphalographies ou des électrocardiogrammes. Donc ce sont des machines qui vont récupérer les variations microscopiques, si je peux dire en fait microscopiques, en termes de millivolts. On récupère des millivolts, on les amplifie pour faire des tracés, savoir si votre cœur, votre muscle cardiaque fonctionne bien, si c'est cette partie ou telle autre partie du cerveau qui fonctionne. Mais c'est quelques millivolts ou quelques dizaines de millivolts. Ce qui est particulier ici, c'est que vous avez des cellules qui sont dérivées de cellules musculaires qui sont organisées en batteries. Donc vous avez tout plein
de plaques, ça s'appelle les électroplaques, tout plein de plaques qui sont alignées ici à l'intérieur, et elles déchargent tout en même temps, c'est-à-dire que le phénomène électrique est complètement diffus dans notre système nerveux, dans notre système musculaire. Ici, il est très synchronisé. Et 10 millivolts, plus 10 millivolts, plus 10 millivolts, plus 10 millivolts, quand vous avez des centaines de plaques, ça fait des volts. Et quand vous avez des milliers et des milliers de plaques, ça fait des dizaines ou des centaines de volts. C'est le cas des poissons électriques les plus connus, comme les torpilles ou les anguilles électriques, qui vous envoient vraiment des châtaignes et qui sont très douloureux, qui permettent d'assommer une proie, par exemple. Mais là, on a des poissons qui sont des poissons à faible décharge, ne produisent que quelques volts. Et pendant longtemps, eh bien, on ne savait pas pourquoi ces poissons avaient un organe qui ressemblait à un organe électrique des torpilles. Il ressemble à un organe électrique des torpilles. Mais il ne fait rien. Vous prenez le poisson en main, vous ne sentez rien. J'ai même fait, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, vous savez, pour tester les piles, on mettait les... on sent rien. On sent rien. D'accord, donc ces poissons avaient l'air, ils ont été appelés au 19e siècle, ils étaient appelés poissons pseudo-électriques, parce qu'ils avaient un organe qui ressemblait à un organe électrique. Mais ce n'est que au 20e siècle, les années 50, qu'un savant a mis des fils de téléphone dans une rivière africaine. Il a entendu plein de crépitements, et ces crépitements, c'était les décharges des poissons électriques à faible décharge, donc à micro-décharge. Alors, ce poisson, il possède, donc, il appartient à la famille des morméridae, peu importe, il y en a tout plein, et il possède donc cet organe électrique. Et cet organe produit des décharges électriques qui sont portées par l'eau. Et ces décharges, elles sont minuscules, elles font quelques volts, et en plus, elles sont extrêmement brèves. Elles font, vous voyez, ça c'est un demi-millivolt, ça c'est un demi-millivolt, donc elles font un tiers de millivolt, un tiers de pardon, excusez-moi, je me trompe d'axe. Elles font un tiers de milliseconde, donc elles sont si brèves qu'en une milliseconde, on pourrait en aligner 3. Si je tape comme ça sur la table, le tac que vous entendez fait 15 millisecondes, à peu près 20 millisecondes. Et là, on est au tiers de millisecondes. Donc, on peut le recueillir avec un instrument, un oscilloscope, mais sinon non. Alors, les poissons électriques ne sont pas seulement électromoteurs, non seulement ils produisent l'électricité, mais sont capables de sentir l'électricité. Alors nous, on sent l'électricité quand c'est très fort. Hein, quand on prend une châtaigne, on sent bien qu'il y a de l'électricité. Mais si vous mettez vos doigts sur le circuit électrique de votre téléphone ou sur la pile de votre lampe de poche, vous ne sentez rien. On n'a pas de capteur à l'électricité. Mais ce poisson, il a un nouvelle qui est bien différent d'une autre, parce que lui, il possède des récepteurs à l'électricité. Et il est capable de sentir des millivolts ou des volts que nous ne sentons pas. Et donc, il est capable de percevoir, par exemple, un autre poisson qui décharge à côté de lui. Mais surtout, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, il est capable de sentir l'électricité qu'il produit lui-même, comme moi j'entends ma propre voix. Et ma propre voix, je ne l'entends pas de la même façon, selon que je mets ma main ou que je ne mets pas ma main devant ma bouche ou devant mes oreilles. Et donc, si j'ai les yeux fermés et que vous mettez votre main devant mon oreille ou devant ma bouche, eh bien, je peux sentir. C'est le principe de l'écolocalisation. Là, c'est de l'électrolocalisation. Lorsque dans la rivière se trouve, ou au laboratoire, se trouve un objet qui a des propriétés électriques différentes de celles de l'eau, alors il sent la déviation de l'électricité qu'il a produite qui vient frapper ses électrorécepteurs de façon différente. Donc ça, c'est le principe de l'électroréception active. Ça peut être un objet plus conducteur ou ça peut être un objet moins conducteur. Il ne réagit pas seulement à ça, pardon. Il peut réagir à
résistance de l'eau, peut réagir aussi aux propriétés de condensation de l'eau. Alors, s'il y a des gens qui ont fait de l'électronique, ce sera assez élémentaire ce que je dis. L'idée, c'est que lorsque l'électricité traverse un milieu, elle le traverse plus ou moins facilement. Donc on dit que le milieu est plus ou moins résistant. De la même façon, lorsque vous faites glisser quelque chose, c'est plus ou moins résistant. Donc on peut faire une analogie mécanique. Alors, les plantes, les animaux, les pierres qui sont dans l'eau ont des propriétés différentes dans leur façon de porter l'électricité. Et donc, c'est comme un milieu qui serait plus ou moins dur, plus ou moins fort. On peut ramener ça aussi à la brillance. Si vous avez un objet clair ou sombre, vous envoyez non pas de l'électricité mais de la lumière, et vous voyez, réfléchi par la lumière, si votre objet est clair ou s'il est sombre, eh bien, c'est la brillance électrique, l'intensité électrique. Et puis, il y a une autre dimension qui est la capacitance, qui est comparable à l'électricité. Donc, vous pouvez avoir un oreiller qui est plus ou moins mou ou plus ou moins dur, et vous pouvez avoir un oreiller qui est plus ou moins élastique. Donc, il y a différentes propriétés. C'est juste pour vous dire, il y en a d'autres. C'est juste pour vous dire toute la subtilité qu'il peut y avoir dans une sensation que nous n'avons pas. On peut essayer de s'imaginer en faisant des parallèles, mais on peut surtout tester ce que l'animal est capable de faire. Donc ça, c'est juste pour le fun. Là, je vous montre un petit peu le montage que l'on faisait pour enregistrer, pour connaître les capacités sensorielles de ces poissons. C'est des poissons qui vivent la nuit. J'ai oublié de dire ça. C'est des poissons qui vivent la nuit, enfin ils vivent le jour aussi, mais ils ne sont actifs que la nuit noire. C'est-à-dire, si le ciel est encore éclairé par les lueurs de l'aube, du crépuscule, pardon, il ne sort pas de son trou. Si la lune est dans le ciel, il ne sort pas de son trou. Et il sort de son trou uniquement dans l'obscurité totale, où les animaux qui ont besoin de la vision ne peuvent pas l'atteindre. Et lui, il sort en même temps que les vers de vase qui, eux, sortent aussi dans la nuit noire. Donc c'est un animal qui vit dans la nuit, il a des yeux, mais ses yeux ne reconnaissent pas les formes. Il a des yeux qui ne reconnaissent que les intensités lumineuses, mais pas les formes. Donc, c'est des poissons qui vivent au fond des marigots, ils vivent dans les anfractuosités de rochers, dans des galeries qui sont, vous voyez un petit peu un sol de forêt qui n'est pas piétiné, vous avez les grillons, les petits insectes qui vivent sous les feuilles, etc., des anfractuosités, eh bien il vit un peu de cette façon-là, il vit un peu entre l'eau et la terre, et il se déplace en sentant la qualité des bouts de bois, des feuilles, des pierres qui l'entourent, avec son sens électrique. Il adore se faufiler dans les tubes. Alors, on met à sa disposition un tube qui rentre spontanément. Et dans ce tube, on a des électrodes, c'est-à-dire des fils électriques dénudés, qui vont rejoindre alors deux parties. Vous avez une partie qui est une partie excitatrice. Alors, le principe est le suivant, c'est que lorsque le poisson décharge, dans son tube, on va lui mettre ici un fil électrique qui rejoint notre... on a un conducteur devant lui, un conducteur derrière lui, et les deux conducteurs arrivent à l'extérieur de l'aquarium, arrivent à l'extérieur dans un circuit. Alors, c'est pas la peine de rentrer trop dans les détails, mais on peut, comme allumer ou éteindre la lumière, on peut mettre un contact ou défaire un contact. Et l'électricité que produit l'animal, soit il passe par ce composant ici qu'on veut tester, soit il passe par ce composant, soit il passe par ce composant et par ce passage ici. Et on peut donc tester s'il sent une variation de propriété électrique. Et donc, quand il décharge, selon
que on ouvre, on ferme le circuit, vous voyez à droite, on-off, à droite, on-off, la décharge qu'il produit, lui revient différemment. Et comme ça, on a pu tester ses capacités, ses facultés à reconnaître les propriétés électriques. Alors, comment est-ce qu'on fait pour savoir s'il a senti? Eh bien, on a en même temps un système d'enregistreur qui va récupérer les décharges, les transformer et les envoyer dans un ordinateur. Et dans l'ordinateur, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va avoir accès à un nouvel auquel on n'a pas accès, c'est-à-dire qu'on va transformer ça en quelque chose que l'on peut percevoir. Et qu'est-ce que nous sommes capables de percevoir? Eh bien, on peut percevoir des images, donc c'est ce que nous donne l'oscilloscope. Et on va aller un petit peu plus loin. Cette décharge, on va la placer sur un axe des temps un petit peu plus long. Là, on contracte, ça c'est toujours la même décharge, on la contracte, on contracte l'axe des temps, ça c'est 2 millisecondes, c'est 2 millièmes de seconde, vous voyez. En 2 millièmes de seconde, il a fait une décharge. Là, on est à 8 millièmes de seconde, là on est à 30 millièmes de seconde, et il a fait une deuxième décharge. Et il en fait beaucoup, il en fait sans arrêt. Et on va transformer ces décharges, ça c'est chaque fois des décharges, on va les transformer en petits points, et ces petits points sont plus ou moins hauts selon que l'intervalle entre des décharges est plus ou moins grand. Je ne sais pas si vous avez tout suivi. Ce qui est important de savoir, c'est que si décharge beaucoup, on a beaucoup de points ici, et si décharge peu, on a moins de points ici, d'accord? On a moins de points, et l'intervalle étant plus long, mais le point plus haut. S'il fait tac, on a des petits points en bas, et s'il fait tac, tac, on a un point en haut. Et ceci, pardon? Pourquoi fait-il ça? C'est pour lire son environnement ou bien lire son environnement. C'est pas pour être en relation avec ses congénères Il y a aussi des alors, là, parce que dans un cas, c'est une forme de langage, tandis que dans l'autre cas, c'est seulement la lecture de l'environnement. Voilà. Vous avez... Donc, on parle d'électrolocalisation, c'est ce dont je suis en train de vous parler. Il y a tout un autre domaine dont je peux vous parler si vous voulez, sur lesquels j'ai travaillé aussi, mais pour lesquels je n'ai pas préparé de diapo, qui est l'électrocommunication. Donc, les décharges d'un poisson sont perçues par un autre poisson et ils modifient son comportement. Ils ont des appels sexuels, par exemple, qui sont électriques. Ils ont des relations avec leurs petits qui peuvent prendre en compte l'électricité. Ils n'ont pas la même décharge électrique en situation de reproduction et en dehors de la saison de reproduction. Donc là, on est en train de parler d'électrolocalisation, mais on va voir donc ici, ce qui se passe, c'est que vous avez le poisson spontanément, sans arrêt, il décharge. Alors, on peut comparer ça, imaginez-vous que vous êtes dans une grotte et que vous avez perdu tout votre matériel, il ne vous reste plus que le briquet avec lequel vous allumez votre lampe, et ce briquet, il n'y a plus de gaz. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut envoyer des flashs avec la pierre. Et chaque fois qu'on envoie un flash, on voit ce qu'il y a autour. Et c'est ce principe-là qui est utilisé. Chaque fois qu'il envoie une décharge, il perçoit ce qu'il y a autour. Évidemment, si vous êtes en train de rien faire au fond de votre grotte, vous envoyez un flash de temps en temps, juste pour vous rappeler que vous êtes bien vivant et que vous êtes bien à cet endroit-là. Mais si vous commencez à marcher, évidemment, vous allez flasher beaucoup plus. C'est ce que fait l'animal aussi. Lorsqu'il se déplace, il décharge beaucoup plus. Mais aussi, il décharge plus lorsqu'il y a du nouveau. C'est-à-dire que, imaginez-vous que vous êtes là avec votre flash et vous entendez un drôle de bruit quelque part. Vous entendez, il y a peut-être un pas, il y a peut-être... Dans ce cas-là, vous augmentez. Et donc, ils font comme nous, ils ont ce qu'on appelle une réponse à la nouveauté. Chez nous, ça se voit dans les yeux. Vous avez les yeux ne bougent pas beaucoup, sauf s'il y a quelque chose qui se passe. Là, on a des saccades oculaires, ça s'appelle des saccades oculaires. Là, on a quelque chose de semblable. L'animal, au moment où on ferme, ou bien quelque chose tombe dans l'aquarium ou dans la rivière, ou au moment où on ferme le circuit électrique, il part de tac, 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 et tout d'un coup, il commence à faire plein de décharges, parce que c'est à ce moment-là qu'il a
conformation, il augmente son taux d'échantillonnage. Pour ceux qui ont fait un petit peu d'électronique ou d'informatique, vous voyez ce que c'est que le taux d'échantillonnage. Et puis ensuite, quand on arrête, eh bien, il recommence quand on... Vous savez, on ouvre le circuit, on ferme le circuit. Donc on ouvre le circuit, il réagit, on ferme le circuit, il réagit de nouveau, et puis il revient de nouveau au niveau de base. Alors, donc c'est une conversion de modalité sensorielle. Alors il y a d'autres poissons électriques sur lesquels j'ai travaillé, et je vous passerai tout à l'heure, parce que sinon je me perds dans mes diapos. Voilà une autre expérience qu'on a faite. Alors, dans cette expérience, on avait un tube, qui était le tube, qui était la niche, si vous voulez, du poisson qui va spontanément, c'était sa niche. Et de temps en temps, on descendait dans l'aquarium un dispositif en Y qui était relié par des câbles à l'extérieur. Et à l'extérieur, on avait différentes façons de brancher ces câbles, je vais vous le montrer. Et ici, devant chacune des sorties, on avait un dispositif de renforcement. Soit on lui envoyait un verre de vase avec un tube, soit on ne lui envoyait pas de verre de vase, et on secouait un petit peu le dispositif. Donc, le poisson, il était normalement ici. Quand ceci descendait, il rentrait dans le tube, et là, il recevait une combinaison de branchements qui était la même que celle-ci. S'il se mettait dedans, il recevait à manger. S'il se mettait dans l'autre, tout ce machin faisait une espèce de petit tremblement de terre, et c'est des poissons qui nagent en avant et en arrière indifféremment. Ils revenaient à cet endroit-là. Et au bout d'un moment, eh bien, on voyait bien que lorsqu'il sentait que la conformation ici était la même, il allait du côté où il se faisait récompenser, sinon il allait de l'autre côté. Alors, évidemment, on inversait à pile ou face, on inversait le côté. Et je vais essayer d'aller vite parce que je vois que ça dure un peu longtemps. Mais voilà le poisson dans son dispositif. Donc, vous avez le tube, là vous avez des électrodes, ces fils vont à l'extérieur de l'aquarium, et le poisson, il attend. Voilà, le tube ici contient un verre de vase qu'il va pouvoir manger. Alors on ne voit pas très bien le poisson, on va le voir un petit peu mieux ici. Là vous avez son œil, là vous avez sa bouche, là vous avez la trompe, et on ne voit pas des petits points ici qui sont ces électrorécepteurs. Ça c'est le tube avec voilà. Alors je vais aller un petit peu vite parce que j'ai peur d'être trop lent, mais on pouvait faire différents branchements, soit brancher une électrode du haut avec l'autre électrode du haut, soit une électrode du haut avec une électrode du bas. Et on avait différentes configurations, de nombreuses configurations, soit on branchait les 4 électrodes ensemble, tout ça se passait à l'extérieur, mais le poisson sentait ses conformations. Et ce qu'on a pu montrer, c'était qu'il avait une faculté d'abstraction, c'est-à-dire à partir du moment où il avait été dressé, par exemple, sur quelque chose, on lui apprenait que si le tube d'entrée était branché en vertical, alors il recevait de la nourriture quand c'était en vertical et il ne recevait pas de la nourriture quand c'était en horizontal, quelle que soit la combinaison de verticalité ou d'horizontalité. Et donc on a pu montrer qu'ils avaient une abstraction, ils reconnaissaient un objet qui était positionné verticalement ou horizontalement à travers l'électricité qu'ils reçoivent. Bon, c'est un petit peu sophistiqué ce que je vous dis. Ce que je veux vous montrer, c'est que l'animal a des capacités d'abstraction, mais des capacités d'abstraction qu'il utilise sur une sensorialité qui est complètement différente de la nôtre. Voilà. Donc ça, c'est des travaux de laboratoire. Après, évidemment, on a essayé de s'imaginer ce que ça voulait dire pour le poisson, donc qui utilise l'électroréception, comme nous, on utilise la mécanoréception. Nous, on sent... on a le toucher, on a la photoréception, on a la vision, avec des cellules spécialisées, etc. Et on cherchait des correspondances d'échelle au niveau perceptif et au niveau... voilà. Donc ça c'est un tableau
Et on a comparé, par exemple, qu'est-ce que je peux vous donner? Voilà, un conducteur ou un isolant, c'est un petit peu comme quelque chose qui est vide ou plein, ou quelque chose qui est noir ou blanc, ou quelque chose qui ne fait pas de bruit, ou quelque chose qui fait du bruit. Un signal plus ou moins fort électriquement correspond à quelque chose qui est plus ou moins mou ou dur mécaniquement, quelque chose qui est plus ou moins foncé ou clair de façon lumineuse. Donc ici on a des correspondances d'échelle, et ces correspondances d'échelle, elles utilisent invariablement une loi générale de la psychophysique qui est de toujours employer les grandeurs électriques sur des axes logarithmiques. Les axes logarithmiques, ce sont des axes qui donnent non pas la différence absolue, mais le rapport entre les choses. C'est-à-dire que sur un axe log, on passe de 1 à 10, comme on passe de 10 à 100, ou de 100 à 1000, ou de 1000 à 10 000, comme on passe de 1 à 2, de 2 à 4, de 4 à 8, etc. Donc, on peut faire correspondre par une loi qui s'appelle une loi de puissance, on peut faire correspondre différentes choses. Alors, je vais essayer de vous faire entendre la façon dont on convertissait les décharges de ces poissons. Alors, l'idée est la suivante. Quand vous voyez le poisson, ben vous le voyez, c'est tout. On ne le touche même pas, il est dans un aquarium. On n'entend rien, il ne fait pas de bruit. Et pourtant, il décharge sans arrêt. Et ça ne se voit pas. Et donc, on va convertir ces décharges en quelque chose pour essayer de comprendre comment ils fonctionnent. Et donc, la conversion la plus élémentaire, c'est celle qu'avait fait ce fameux savant dans l'eau. Donc, sans arrêt, il décharge comme ça. Chaque tac correspond à une décharge. Alors, ça veut dire qu'on passe d'une modalité sensorielle, la modalité électrique, auquel on n'a pas accès dans notre omelette, à une modalité à laquelle on a accès, puisque nous avons des oreilles. Mais, oui. Il y a des changements de fréquence, quelquefois. Oui, vous les entendez? Ah oui, oui, voilà. Et je vous remercie pour votre question, c'est super, parce qu'on ne les entend pas bien. Et maintenant, ce que l'on a fait, vous vous rappelez, ou vous ne vous rappelez pas, tout à l'heure, ici, on a une modification, on a une transcription visuelle. Donc ça rentre dans notre ouvelle, c'est visuel. Et on voit ici un changement de fréquence quand il y a du nouveau. Voilà. Quand on l'a mis en relief, en faisant monter ou descendre les points, on l'a mis en relief. Et bien maintenant, je vais vous montrer ce qu'on a fait. On a mis en relief acoustique. Voilà la transformation qu'on va faire. Quand les intervalles sont longs, on fait un son grave. Et quand les intervalles sont rapides, on fait un son aigu. Donc on va convertir boum, boum, boum ou pip, pip, pip. D'accord? Et voilà ce que ça donne. Et là, vous entendez peut-être pas les changements de fréquence, mais vous entendez les changements de hauteur de son. Et donc ça, c'est une conversion naturelle, mais évidemment, j'ai fait un choix dans cette conversion alors, il y a des parasites à l'Hubble, il ne faut pas l'entendre. Voilà. Voilà, donc l'idée, c'est que pour que son activité soit accessible à notre ouvelle, eh bien, on fait des conversions. Et ces conversions sont basées sur cette loi mathématique qui est une loi psychophysique, c'est une loi de base qui dit qu'on entend les choses, les différences des choses, enfin les dissemblances, en
fonction du rapport des unités du système international. Avant de finir sur le poisson électrique, je voulais juste vous montrer, ceci c'est une coupe. Alors j'ai pas eu le temps, on a toujours une excuse, mais j'ai pas eu le temps de vous présenter à côté de cette présentation une coupe de cerveau humain. Mais ce que présente ce cerveau ici, ça c'est un cerveau plutôt, pour parler bien, je devrais dire un encéphale. Alors en gros, dans la tête, on a ce qu'on appelle l'encéphale. Ça fait partie du système nerveux. Vous avez l'encéphale, ça veut dire encéphale, c'est le crâne. Dans la tête, on a l'encéphale. Et puis on a le système nerveux central est prolongé par la moelle épinière. Et dans l'encéphale, on a une partie qu'on appelle le cerveau, une autre qu'on appelle le cervelet, et une autre le tronc cérébral. Donc il y a en fait 3 parties dans l'encéphale, mais souvent on dit le cerveau pour l'ensemble. Donc ça, c'est un encéphale de poisson électrique. Par rapport à sa taille, il a un encéphale qui est plus grand que le nôtre. Par rapport à sa taille, un encéphale plus grand que le nôtre. Souvent, on dit l'homme est plus intelligent parce qu'il a un plus gros cerveau. Alors on répond oui, mais l'éléphant a un plus gros cerveau. On dit, oui, mais relativement. Ben, relativement, le poisson électrique a un encéphale qui est plus grand que le nôtre. Sauf qu'il n'est pas fait pareil. Notre cerveau, il est constitué de... Alors, chez tous les vertébrés, on a la même organisation avec le télencéphale et le diencéphale, ce sont les parties avant, qui donnent chez nous le cerveau. Ensuite, on a le mésencéphale qui est ce qu'on appelle le pont, et on a le cervelet, qui est tout petit, hein. Cervelet, ça veut dire petit cerveau, qui est tout petit. Et ensuite, on a le rhombencéphale, et après, il y a la moelle épinière. Chez ce poisson, l'organisation, ça c'est ce qui correspond à notre cerveau, ici. Et ici, ça c'est ce qui correspond à notre cervelet. Et il a un immense cervelet qui forme une croûte, si vous voulez, une écorce cérébrale, une écorce cérébelleuse, c'est-à-dire une écorce du cervelet, alors que nous humains, et les singes, et les mammifères en général, mais surtout les humains, nous avons un télencéphale qui est hyper développé, avec une écorce et cortex, ça veut dire la même chose, c'est du latin. L'écorce cérébrale chez l'homme, il est immense, donc chez nous, il y a cette partie qui est énorme, et le cervelet, il est petit. Et chez eux, ils ont un énorme cervelet, et en plus, ils ont une autre énorme partie ici. Et en fait, le cervelet, c'est ce qui nous sert chez nous à l'équilibration, à l'ajustement des mouvements et à la posture. Et chez les poissons, il n'y a pas de... la partie homologue, alors comment dire, notre cervelet, il sert à ceci. Un poisson n'a pas besoin d'équilibre, hein, il tient dans l'eau, mais il a des capteurs sur la ligne latérale qui lui permettent de se positionner. Et ces capteurs se transforment chez un tétard qui devient en grenouille en oreille. Donc dans notre oreille interne, vous savez, nous avons des capteurs à l'audition et on a des capteurs à l'équilibration. Et chez ces poissons-là, la ligne latérale s'est transformée et permet de capter l'électricité. Et pour traiter cette information électrique, il y a une immense partie de son encéphale qui s'est convertie par rapport à ce qu'elle est chez nous. Voilà, alors j'en ai fini pour les poissons. S'il y a quelques questions, si vous voulez souffler, oui. C'est quoi la répartition géographique à l'état naturel de cette espèce? Et une question sous-jacente à la première, est-ce qu'on sait qu'est-ce qui a conduit au développement de ses capacités particulières? Est-ce qu'il y a un lien avec son environnement, si on a une hypothèse? Oui. Alors, d'abord, là je vous ai montré une espèce, j'en ai évoqué une deuxième, vous avez vu ce poisson allongé. Alors le poisson éléphant, il fait partie, alors pour les zoologues, les poissons électriques font partie les poissons éléphants font partie d'une famille qui s'appelle les Mormyridés. Dans cette famille, vous avez 200 espèces différentes. Certaines ont une trompe, d'autres n'ont pas de trompe, d'autres ont un rostre différent, etc. Donc, 200 familles, ils sont tous électriques, ils ont tous leur façon de chanter, comme le roitelet,
le verdier chante chacun de sa façon différente. Ils ont tous une façon différente de produire de l'électricité. Et on les trouve dans toute l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire en dessous du désert, autour de l'équateur. Voilà. On trouve une autre famille qui s'appelle les gymnotidés, et parmi lesquels vous avez la fameuse anguille électrique, et dont on a vu ici un profil. C'est des poissons qu'on appelle poissons lames ou poissons couteaux. Ils sont allongés comme ça, ils ont une forme allongée. Et eux aussi, il y a des dizaines et des dizaines d'espèces différentes. Et ces poissons-là vivent dans les eaux tropicales parce que la saule géologique, c'est-à-dire le fond qui fait la terre en Afrique et en Amérique du Sud, sont très cristallins. Et l'eau, vous savez qu'ici, dans le Vercors, vous avez une eau qui est dure. Vous avez une eau qui est dure parce que le terrain est calcaire. Comme le terrain est calcaire, elle est chargée en minéraux. L'eau de Grenoble est beaucoup plus douce, elle est moins chargée en minéraux. Ça se mesure en microsiemens. Ici, vous avez des milliers de microsiemens. À Grenoble, vous avez 300 microsiemens. En Afrique, vous avez 3-4 microsiemens. Et la conductivité de l'eau joue sur la façon dont le signal est porté. Et donc ça se développe uniquement dans les endroits où l'eau est peu chargée en minéraux. Donc voilà. On sait aussi que les organes électriques des poissons africains sont dérivés de muscles. Les organes électriques des poissons sud-américains sont dérivés de nerfs. Donc c'est pas la même chose, c'est ce qu'on appelle une convergence évolutive. On a des choses qui se ressemblent, qui se sont développées à deux endroits, qui ont évolué à deux endroits différents, comme la palmure du canard et la palmure de la loutre. C'est pas la même palmure, mais ça se ressemble, ça sert à la même chose, etc. Voilà. Vous avez d'autres questions ? Des précisions, des choses qui n'étaient peut-être pas claires. Est-ce que ça s'est développé notamment pour compenser la vue qu'ils ont très peu Oui, sans doute. Oui. Alors, pour compenser, disons que sans vue, en fait, c'est une espèce de toucher à distance. En fait, les poissons, ils sentent les vibrations de l'eau. Et des poissons cavernicoles, je suis vraiment sur les cavernes parce que c'est le fait d'être revenu dans le Vercors là qui me... Des poissons cavernicoles, ils sont capables de sentir une paroi sans toucher la paroi. Parce que quand ils nagent à côté d'une paroi, ils font une turbulence dans l'eau et ils sentent la turbulence de l'eau, comme si quand vous roulez en voiture, vous entendez les fenêtres ouvertes, quand vous passez à côté d'un mur ou quand vous passez à côté d'un carrefour, vous entendez, c'est une forme d'écolocalisation si vous voulez. Et donc eux, ils sentent les vibrations sur l'eau en longeant, voilà. Donc ces poissons fonctionnaient sans doute comme ça, enfin leurs ancêtres fonctionnaient sans doute comme ça, et en faisant des coups de muscles rapides, et bien évidemment, ils devaient mieux le sentir. Comme quand vous voulez sentir quelque chose, si vous tapez, vous le sentez mieux. Le douanier qui voulait savoir s'il y avait un double fond dans votre valise, il tapait. Et donc, les décharges musculaires étaient accompagnées de phénomènes électriques, et comme l'eau était peu conductrice, et ben, ils sentaient les décharges électriques. Et ça leur a permis... Donc il y a différentes façons de dire. Vous me dites, c'est parce qu'ils ne voyaient pas. Parce que nous, la vision est tellement importante qu'on dit, ben, il faut se débrouiller sans vision. Donc peut-être qu'ils sont devenus nocturnes parce qu'ils avaient ceci, et une fois nocturnes, ils n'avaient plus besoin de la vision. Voilà. C'est bon? Alors, oui? Je m'attendais, moi, à ce que ces décharges électriques provoquent des petites bulles dans l'eau. Non, parce que pour que vous arriviez à faire de l'électrolyse, c'est-à-dire transformer l'eau en hydrogène et en oxygène, il faudrait énormément d'énergie. Là, il y a très peu d'énergie dedans. Il y a très peu d'énergie parce que l'énergie, votre facture de kilowattheure, elle dépend du nombre d'heures et elle dépend des 220 volts que vous utilisez. Si vous utilisez un
voilà. Et la décharge du poisson, elle est très très courte, donc il n'y a pratiquement pas d'énergie dedans, puisque l'énergie étant produite pendant longtemps, est produite pendant une fraction de milliseconde, et puis c'est seulement quelques volts. Donc il n'y a pas de risque que ça se transforme en hydrogène et en oxygène, donc il n'y a pas de bulle. On ne voit rien, et comme je vous dis, ça s'appelait des poissons pseudo-électriques dans le temps, parce qu'on disait qu'ils ont un organe électrique, mais il ne sert à rien. Voilà, il n'est pas fonctionnel. Oui? Et qu'est-ce qu'ils font le jour? Il reste dans un trou, il ne bouge pas. Non, non. Il n'y a jamais de moment où ça s'arrête. Non, il n'y a jamais Même de quand moment. ils sont statiques. Même quand ils sont au repos, ils déchargent sans arrêt. Ils se reproduisent comment? Pardon? Ils se reproduisent comment? Ils se reproduisent comment? Alors, je ne sais pas comment s'arrête l'histoire, dans votre histoire de reproduction. Ils se rapprochent en grande partie grâce à des signaux électriques. Et ces signaux se transforment pendant la saison de reproduction. Ils deviennent moins courts, ils deviennent plus longs, donc ils sont plus chargés en énergie, et ils portent plus loin. Donc voilà. Deuxièmement, les signaux-là sont relativement aléatoires. Vous avez entendu ce qui tac, 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 tac. En saison de reproduction, ils ont une façon de décharger qui est beaucoup plus régulière. Au lieu de faire tac, tac, ils font brrr. Donc ça s'appelle, les chercheurs ont appelé ça, oui, ils chantent si vous voulez, ont appelé ça des rasps, parce qu'ils n'utilisaient pas le système là de que j'utilise, ils utilisent le système brut, juste tac, tac, tac. Et donc dans leur haut-parleur, ils entendent tac, ils entendaient comme des bruits de rap, ils ont appelé ça des rap. Voilà. Ensuite, il y a, comme je vous ai dit, il y a de nombreuses espèces différentes dans la famille. Et il y en a seulement quelques-unes qui ont pu être reproduites en captivité. Ça a été très long. C'est un grand spécialiste d'aquariophilie allemand qui a réussi. Il jouait sur la conductivité de l'eau, parce que la conductivité de l'eau change à la saison des pluies. À la saison des pluies, c'est de l'eau de pluie qui arrive, et l'eau est moins conductive qu'une vieille eau qui est chargée, qui a été plus en contact avec le substrat. Donc l'eau de pluie est plus conductive, est moins conductive. Enfin, elle est moins conductive, c'est un petit peu paradoxal, mais en tout cas, elle porte mieux la décharge, et c'est à ce moment-là qu'ils se reproduisent, et c'est parce que c'est aussi à ce moment-là que les rivières débordent, les fleuves débordent, et ils vont parcourir, ils vont dans les champs partout, enfin les champs ou les forêts, qui sont inondés pendant la saison des pluies. C'est à ce moment-là qu'il y a le plus de nourriture, et c'est à ce moment-là qu'ils se reproduisent. Et chez certains de ces poissons, pas chez tous, mais chez certains de ces poissons, le mâle construit un nid, et c'est le mâle qui s'occupe des petits. Le mâle construit un nid, et c'est le mâle qui s'occupe des petits. Je ne sais pas si j'ai donné les détails qui vous intéressent le plus, mais voilà. On n'a pas d'idée de la taille là sur les photos, c'est un poisson de... Alors, les poissons, comme ceux sur lesquels j'ai travaillé, le poisson éléphant, en captivité, il n'est pas plus grand que ça. Et sa croissance est bloquée en captivité. Il arrête de grandir. Et ça, c'est le cas de beaucoup de poissons. Les poissons rouges ne grandissent plus dans les aquariums. Il arrête de grandir et il ne reprend plus, il ne continue plus à grandir. Ils grandissent uniquement lorsque... Alors, on explique ça par le fait que quand la saison des pluies est finie, les rivières, les inondations se resserrent et il ne reste plus que des petits trous d'eau, des mares ou des petits marigots. Et dans ces marigots, il n'y a pas grand-chose à manger. Le poisson n'a pas intérêt à grandir parce que plus il est petit et plus il se contente de peu. Donc ça, c'est un phénomène connu, hein, on croit toujours que plus grand c'est mieux, mais les plus petits en cas de famine survivent mieux que les plus grands. Et voilà, qu'est-ce que j'étais en train de... Je ne me rappelle plus ici. La taille. Voilà la taille. Ah oui, et alors en liberté, ils sont grands comme ça. Mais donc les poissons éléphants. Par contre, ceux qui ont été reproduits en captivité, ce n'est pas des poissons éléphants, eux c'est des petits poissons, c'est pour ça qu'ils ont été plus adaptés à la vie en aquarium. Les poissons éléphants,
à ma connaissance, ils n'ont toujours pas reproduit en aquarium. On n'a pas réussi à les reproduire en aquarium. Donc je travaillais toujours sur des animaux sauvages importés. Ouais. Voilà. Écoutez, j'ai l'impression que j'ai dépassé l'heure. J'en ferai une troisième partie. Oui. Étant donné qu'il communique par l'électricité, comment il fait pour retrouver, par exemple, il part, il sort, comment il retrouve sa galerie? Je ne peux pas vous dire. Alors, je peux quand même vous donner des indices, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de marquage électrique comme il peut y avoir un marquage chimique. Un chien, les mammifères en général, une souris retrouve, une fourmi retrouve sa piste. Donc là, l'électricité ne modifie rien dans l'environnement. Par contre, ce qu'on a vu dans l'expérience de tout à l'heure, c'est qu'ils sont capables de reconnaître des formes électriques. Ils ne reconnaissent pas seulement que l'objet est plus ou moins dur ou plus ou moins mou, comme vous pouvez sentir que c'est plus ou moins dur sur un caillou ou plus ou moins mou dans l'herbe ou dans la vase, ils sentent ça, mais ils sont aussi capables de reconnaître une conformation. Donc ils sont capables, comme on reconnaît des variations de couleurs ou de formes à l'œil, ils sont capables de reconnaître des conformations de propriétés électriques. Donc je suppose qu'ils se servent de ça quand ils se déplacent dans leur galerie. Est-ce qu'ils peuvent pas, comme les chauves-souris le font dans les grottes, les chauves-souris n'émettent quasiment pas. Elles se déplacent quasiment que de mémoire une fois qu'elles connaissent la configuration. D'accord. Est-ce qu'ils peuvent pas faire pareil, se déplacer de mémoire C'est possible, je pense. On va revenir à notre sujet de départ, c'est l'Umwelt et l'Innenwelt. Voilà. Une fois que l'Umwelt, les interactions ont été... il y a un monde interne qui se construit et après il peut y avoir une économie évidemment de mouvement pour arriver au même résultat. Voilà. Je passe à la troisième partie où on s'arrête là parce que non, c'est bon. Ok, alors la troisième partie, elle est partie de la psychophysique. J'ai essayé j'ai fait assez de théorie là, mais en gros la psychophysique c'est une discipline qui essaie de voir les liens entre les réalités physiques, c'est-à-dire ce qu'on arrive à mesurer avec nos appareils et ce que l'on perçoit. Par exemple, on a des collègues dans notre laboratoire qui travaillent sur la vision des couleurs. Qu'est-ce qui fait que différentes longueurs d'onde donnent les mêmes couleurs, par exemple. Donc ça, c'est la psychophysique. Qu'est-ce qui fait qu'on utilise des décibels au lieu d'utiliser des micropascals pour mesurer l'intensité sonore. Donc, comment on sent différemment les fréquences sonores. Donc ça, c'est la psychophysique. Donc, on a le monde réel qui est rempli d'objets, de phénomènes, d'événements, etc., que l'on ressent et que l'on peut mesurer. On regarde les liens entre les deux. Et il y a des applications importantes de la psychophysique qui concernent l'interface homme-machine. Et donc, je vais vous parler de substitution sensorielle. Alors, la substitution sensorielle, c'est un principe très stimulant qui consiste à dire que lorsque vous avez une modalité sensorielle qui est absente, par exemple une personne qui est aveugle, eh bien, on va substituer aux entrées sensorielles de cet organe déficient, on va lui substituer une entrée que l'on va obtenir avec un appareil électronique, donc typiquement une caméra pour une personne qui ne voit pas, et on va convertir des dimensions spatiales, parce que la vision nous permet de reconnaître l'espace, on est d'accord, de même façon, pour le poisson électrique, c'est l'électromotricité qui lui permet de reconnaître l'espace, et on va sortir des caractéristiques spatiales, comme par exemple la proximité du prochain objet, qui est ici un poteau sur le trottoir. On va le traiter informatiquement et on va le restituer sous forme de son, par exemple, ou sous une autre modalité sensorielle, ce qui permettra de remplacer la vision. Le principe il est magnifique. Il date bientôt de 50 ans. Oui, il y a bien 50 ans. Il a été proposé par Bakirita. Bon, c'est le nom de ce chercheur. À l'époque, voilà comment il avait préparé son affaire.
j'utilisais une caméra de télévision. Vous voyez, c'est un peu lourdingue, hein, ça date de quelques années. Hein. Il y a une caméra de télévision, et cette caméra de télévision est braquée sur un objet, alors on appelle ça un objet, mais en fait c'est une forme géométrique. Et elle va envoyer dans un ordinateur l'image qui se trouve ici. Et l'image qui se trouve ici, elle est donc convertie en pixels. Vous voyez ce que c'est, bien sûr, que les pixels. Et ces pixels vont correspondre à une matrice ici, non plus de pixels, mais une matrice de vibreurs. Et le principe, moi j'ai joué à ça avec les enfants quand ils étaient petits, je vous fais une croix dans le dos, vous sentez la croix, je vous fais un petit cœur, vous sentez un cœur, je vous écris J, vous sentez le J, et je peux vous écrire des choses dans le dos. On le sent. Donc, les personnes étaient capables de reconnaître une forme, une croix, un rond, même une lettre, et dans certains cas, même reconnaître deux visages. Donc, l'idée, elle était formidable. Elle était de dire, ben, les gens qui ne voient pas, on va leur mettre un gilet tactile, et ils seront capables de voir avec une caméra. Donc, ils vont porter une caméra sur la tête, ils auront derrière un gilet et ils seront capables de voir les obstacles, etc. Cette idée formidable, elle a été développée. Le dos n'a pas beaucoup de capteurs à la pression par rapport à ce que nous avons, par exemple, sur le bord des lèvres ou sur le bout de la langue, ou ailleurs. Au bout des doigts, par exemple. Et donc, l'idée, c'était que vous aviez la caméra, d'accord? Enfin, l'idée, ça a été expérimenté, vous avez la caméra, vous avez un convertisseur, et la personne a une matrice électrique qui, au contact de la langue, va restituer avec, donc on retrouve la matrice de pixels et on va sentir sur la langue la croix ou le rond, etc. Et alors, très peu d'applications. Alors, je vais vous dire pourquoi. Quand j'ai commencé à travailler en substitution sensorielle, on a envoyé une étudiante en psychologie du travail, en ergonomie, pour essayer de voir qu'est-ce qui existait et en quoi on pouvait faire mieux. J'étais assez naïf et très ambitieux. Je me disais, mais comme j'ai converti j'ai fait de l'intermodalité, c'est-à-dire convertir la modalité électrique en modalité sonoro-visuelle, je devrais pouvoir contribuer à cela. Quand elle a fait, on avait commencé nos premiers travaux, j'ai pas les images sur mon diapo, on avait une caméra sur la tête des gens, ils avaient les yeux bandés, on faisait des labyrinthes, et les personnes arrivaient à se débrouiller dans le labyrinthe, on se disait ça commence à bien marcher, et on va demander aux aveugles ce qu'ils en pensent. Et il y a une jeune fille qui a répondu, ah mais de toute façon, il ne faut pas que ça soit, hein. Moi je ne veux pas monter dans le... Alors vous, je ne sais pas si vous avez des problèmes de respiration, vous ne prenez pas le bus avec des bouteilles d'oxygène dans le dos. Et en fait, on ne pensait même pas. On se dit, bah, ils ne voient rien, de toute façon, on va être content parce qu'on va leur donner quelque chose qui marche. Mais non, les gens n'ont pas envie de se trimballer avec quelque chose qui les stigmatise. Et même, on sait bien, parmi nous, il y a des gens qui rechignent à mettre des lunettes ou des appareils auditifs, ou marcher avec une canne, etc. On se dit, mais pourquoi? Ben, voilà. Donc il y a des dimensions psychologiques qui font qu'en laboratoire, on développe des choses merveilleuses. Enfin, on trouve que c'est merveilleux, ça devrait être merveilleux, mais il devrait en avoir besoin, mais il devrait le vouloir, et puis finalement, ça arrive dans les arrêts. Et donc, le gilet tactile de Bachirita, il n'est jamais sorti du laboratoire. Et ce qui est sorti un petit peu du laboratoire, mais pas beaucoup plus loin, c'est ce système-là pour permettre aux gens de rétablir des déficits d'équilibration en renforçant au stimuli de l'oreille interne, un stimulus tactile sur la langue. Voilà une application qui fonctionne, je ne sais pas si c'est très utilisé. Alors, donc dans cette enquête, on s'est rendu compte que les
des systèmes qui existent pour les aveugles, mais ce n'est pas du tout ce qu'on dirait. Alors ils ont par exemple des pèse-personnes vocaux. Donc ça c'est, on comprend bien, ce monsieur en pèse-personne, voilà, 72 kilos, voilà. Donc on l'entend. Ils ont des... Alors parmi les appareils électroniques qui ont été développés, déjà je pensais qu'il y avait des... Je sais qu'il existe une canne électronique. Très peu de gens utilisent la canne électronique. Il y a très peu de cannes électroniques qui fonctionnent comme il faut. La meilleure canne électronique, elle est française. C'est un très grand chercheur, ingénieur, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, qui l'a développé. Et il y a très peu de gens qui l'utilisent. Ça demande toute une formation d'utiliser une canne électronique. Et sans compter que beaucoup d'aveugles, ils ont une canne pliante, ils n'aiment pas trop qu'on les voit avec leur canne blanche. Ce qu'ils ont, c'est des objets qui leur donnent la couleur des vêtements. Ça, je n'en serais jamais douté. Pourquoi la couleur des vêtements? Parce que quand ils vont en ville, ils n'ont pas envie de se trimballer habillés comme un arlequin. Donc quand ils achètent des vêtements, quand ils mettent des vêtements, ils veulent mettre du bleu avec du bleu ou du vert avec du vert. Ils n'ont jamais vu de couleur, pour la plupart d'entre eux, mais pour certains d'entre eux en tout cas, mais les couleurs sont importantes. Donc je me suis rendu compte que on s'était fourvoyé parce qu'on croyait qu'on allait remplacer l'œil par un autre organe. Ça ne rentre pas par les yeux, ça rentrera par les oreilles, pas de problème. Eh bien, ça ne marche pas comme ça. D'autant plus que lorsque ça rentre par les oreilles, il y a un traitement auditif qui n'est pas du tout le même que le traitement visuel. Vous avez des entrées parallèles sur les yeux et vous avez des entrées sérielles par les oreilles. Donc, le système qui traite de l'information auditive n'a pas une structure neuronale qui est la même que celle de l'information visuelle. Donc, on ne peut pas juste remplacer une entrée par une autre comme on le fait en informatique. On a une structure déjà qui est prête à traduire certaines choses. Donc on s'est dit ce qu'on va faire, c'est que on va faire un truc qui peut leur servir, et comme la navigation, pour la navigation, c'est-à-dire les déplacements, les évitements d'obstacles, vous avez cette canne qui est déjà efficace, on s'est dit on va essayer de trouver quelque chose qui peut leur servir, et on a trouvé une autre tâche générique qui est l'atteinte de cible, en se disant que les personnes aveugles ont souvent du mal à trouver un bouton de porte, la sonnette du dentiste, le bouton des toilettes, etc. Et qu'on allait peut-être pouvoir les aider à atteindre une cible. Alors, il faut évidemment reconnaître l'objet, mais ça, on sait que les développements de l'intelligence artificielle, déjà il y a 4-5 ans, j'étais capable de reconnaître une voiture, un vélo, etc. sur un smartphone. Donc, on s'est dit, on ne s'occupe pas de reconnaissance. Et ce qu'on va faire, c'est permettre à la personne, une fois que l'objet est localisé, de l'atteindre le plus facilement possible, plus rapidement possible, avec un système de retour sonore. Et donc, on a utilisé un système de... Alors, j'ai une petite démonstration que je vous montrerai. Un système de capteur de mouvement. Ma diapo est inversée, malheureusement. Alors, l'idée, elle est là. Alors, malheureusement, mon image est tronquée. Il y a ici tout autour dans cette salle des caméras infrarouges et la personne porte des réflecteurs sur elle. Et ces réflecteurs sont captés par les caméras émettrices et caméras infrarouges et rentrent dans un système qui permet de savoir quelle est la position de son doigt, la position de son coude, la position de son dos. Par exemple, en ce moment, on fait aussi la position de la tête. Et donc, ceci rentre dans un ordinateur. Et nous pouvons donner, alors c'est un peu mieux schématisé ici peut-être, on peut donner l'angle qu'il y a entre une cible et la direction qui est pointée. Dans l'espace de capture de mouvement, à l'espace de capture de mouvement correspond un espace virtuel dans lequel on met des cibles. Donc ces cibles sont virtuelles, elles n'existent pas. On est dans un espace comme ici, simplement il y a des caméras. Et il y a virtuellement des sphères qui peuvent être placées à différents endroits. Et la personne doit chercher la sphère, mais elle ne la voit pas, surtout qu'elle a les yeux fermés. Et selon qu'elle pointe avec son doigt en direction ou pas en direction de la sphère, le son varie.
Donc par exemple, là je vais faire, par exemple, j'entends I et je suis dans la bonne direction, c'est la direction du rétroprojecteur, du vidéoprojecteur. Donc on va faire des conversions, soit de l'angle, soit de la distance, en différentes modalités sonores. Et on va utiliser des points particuliers, donc le bout du doigt, la position de la tête, éventuellement le coude, et on va convertir ces angles-là, par exemple, en fréquence sonore, cette distance-là en intensité sonore. Donc plus je me rapproche, plus c'est fort, et plus j'éloigne, et moins c'est fort. Et plus je suis en bonne direction, et plus c'est aigu, et moins, voilà. Donc on a, alors, il y a une surcharge cognitive avec tout cela. On est obligé de, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de nos avancées, mais on a bien avancé. Il y a une thésarde là qui va passer sa soutenance au début du mois de novembre. Et on s'est rendu compte, par exemple, que la façon dont on donnait l'information pouvait être plus ou moins légère cognitivement ou plus ou moins lourde. Deuxième chose, quand on demande quand on fait le test, qu'est-ce qu'on fait? On teste d'abord sur des gens bien portants. Et on a de la chance, parce qu'on a des dizaines et des centaines, on n'est pas loin du millier, hein, d'étudiants en psychologie. Donc, qui sont des étudiants, et cela se prête aux expériences. Ça leur permet d'apprendre comment on fait une expérience. Ils viennent dans le labo, ils servent de sujet, alors pour des expériences comme les miennes, mais pour d'autres, sur d'autres thématiques. Et donc, on travaille d'abord sur des gens sains, et quand les gens typiques, comme on les appelle, quand les gens typiques nous montrent que nos avancées sont bonnes, on va solliciter des personnes aveugles et on leur demande à leur tour de tester le dispositif. Et en général, on les invite à manger et on passe encore 1 heure ou 2 avec eux pour essayer de savoir quels sont leurs vrais besoins, quels sont leurs intérêts, etc. Et au début, donc, on se disait, ah ben on va remplacer la vue. Donc, et puis on se rend compte que ça ne marche pas. Et puis après, il y a différentes... les aveugles, ils sont aussi différents des uns des autres que tout le monde. Hein. Il y en a qui aiment les avocats, il y en a qui détestent les chats, il y a toutes sortes de gens. Mais quand même, on a les aveugles de naissance qui sont jeunes, qui sont très ouverts aux nouvelles technologies. On a des aveugles tardifs qui sont très désemparés et qui sont très frustrés parce qu'ils ont connu quelque chose qu'ils n'ont plus. Et quand on leur propose un dispositif électronique, ils disent c'est du gadget, ça ne marche pas, on ne voit rien avec ça. Donc on a commencé à changer notre relation avec... au départ, j'étais étranger, hein, changer notre relation, et ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on dit on va essayer quelque chose qui pourra vous servir au loisir. Parce que le contexte de jeu est un très bon contexte d'apprentissage, et il y a énormément de choses qui se développent par le jeu. Et d'ailleurs, tous les humains et les jeunes animaux développent des compétences par le jeu. Et on a fait un consortium avec des collègues. On a des collègues de Palaiseau qui ont... non, d'abord les collègues de Normandie. Eux, ils travaillent sur une ceinture tactile. Donc c'est encore la vieille idée de Bakirita. Une ceinture tactile. Donc c'est une ceinture avec des vibreurs. Et ils leur donnent le bon chemin, ça vibre bien devant ou ça vibre derrière, ou inversement. S'ils sortent de la route, ça vibre, et s'ils sont dans la bonne route, ça ne vibre plus. Donc eux, ils ont commencé à développer une ceinture tactile à l'université de Normandie, Normandy University, l'université de Normandie. Ensuite, on a des collègues à Saclay. Eux, c'est à l'école polytechnique et à Normal Sup, ils développent, c'est un laboratoire de mathématiques, ils développent des systèmes, ça s'appelle HRTF. Vous voyez ce que c'est que la stéréo. On entend à droite, on entend à gauche, voilà. Et c'est des systèmes beaucoup plus élaborés qui vous permettent non seulement d'entendre à droite ou à gauche, mais aussi en haut ou en bas, dans une certaine mesure. Et eux, ils ont fabriqué un système qui marche sur le smartphone, qui vous donne un retour sonore spatialisé.
donc genre stéréo, mais stéréo plus, quoi, d'accord? Et eux, dans le casque, vous entendez une espèce de petite fée clochette qui vole devant. Et donc, on l'entend ou à droite ou à gauche, et donc elle sert de guide. Et donc, la personne peut se déplacer en entendant ce guide. Et enfin, il y a nous-mêmes. Et qu'est-ce qu'on a fait? Ben nous, on est bon pour l'atteinte de cibles. On est bon pour l'atteinte de cibles. Et l'idée donc, de notre consortium, et c'est très bien avancé maintenant, c'est de permettre aux aveugles de faire un jeu de laser game. Alors, de laser run. Alors, qu'est-ce que le laser run? Vous avez des pistolets laser, vous avez des cibles, et donc ça, c'est un club de voyants, hein, de jeunes voyants, mais c'est juste pour l'illustrer. Qu'est-ce qu'il faut? Ils courent, et puis ils s'arrêtent et ils doivent tirer. Donc, c'est le principe du biathlon. C'est une espèce de biathlon moderne, sauf que ce n'est pas des armes à feu, c'est des armes laser. Et l'idée, donc, c'est de dire aux aveugles, on vous invite à des manifestations de loisirs, des manifestations sportives. On va vous faire courir avec des appareils qui marchent plus ou moins, mais ils vont être, bon, voilà, avec des appareils qui marchent plus ou moins, et vous allez pouvoir tirer. Ce sont des sports très complets. Le laser run, c'est un sport très complet. Donc ça, c'est une expérimentation en laboratoire. Vous avez une arme laser ici, avec des capteurs qui permettent de la capter dans un espace virtuel. Là, vous avez la cible réelle avec ces capteurs, mais dans l'espace virtuel, on peut la mettre à 20 mètres, ou à 10 mètres, ou à 15 mètres. Et là, vous avez la représentation des performances de tir. L'idée, c'est que le biathlon est une activité très complète, puisque c'est une activité de vitesse et une activité de précision. Ceux qui ont pratiqué, ou si vous connaissez des pratiquants, c'est une activité très complète. Voilà, donc actuellement, on développe un système où les différents laboratoires concourent. On va faire marcher les gens, parce que au début, on voulait faire du laser run. Maintenant, on a décidé de faire du laser walk, parce que les aveugles n'aiment pas courir, parce que quand vous cassez la figure, ça fait mal, surtout si vous ne savez pas sur quoi vous ne voyez pas sur quoi vous tombez. Donc, du laser walk. Il y a une équipe qui travaille en intelligence artificielle qui est en train de reconnaître les parcours, enfin, comment on appelle ça, les couloirs sur les pistes d'athlétisme. On ne va pas les faire courir n'importe où. Au début, on court sur une piste d'athlétisme, donc elle est bien marquée, et on est en train de développer donc la reconnaissance du couloir, et avec des indications qui disent s'il y a des sorties de route. On a évidemment le système de nos autres collègues, et de Saclay, et puis nous qui nous occupons donc de tir, et peut-être aussi de mettre la main sur l'arme. Voilà les travaux qui sont en cours actuellement. Donc vous voyez un petit peu comment on essaie de jouer avec les Umwelt et les Innenwelt des animaux et des personnes. Voilà, je vous remercie pour votre attention. C'était beaucoup plus long que je croyais. C'était Oui. pas pour le 1er avril, mais j'ai entendu à la télévision qu'il avait intégré une dent dans une cavité oculaire et que la personne avait retrouvé la vue. Je l'ai entendu à la télévision. J'ai dit, mais comment ça peut marcher ce truc-là? Vous n'êtes pas au courant? Non, je ne suis pas au courant. Non, je ne suis pas au courant. C'est inouï, ça, quand même. Une dent? Non. Oui, mais c'est une dent qui sera apportée à c'est pour remplacer le cristallin qui est... Ah, d'accord. Parce qu'il y a des travaux pour les rétines artificielles. Hein. Il y a des travaux qui sont faits où on utilise des capteurs optiques qui vont stimuler le nerf optique parce que la partie périphérique de l'œil est obligée. Mais cette histoire de dents, c'est peut-être pour remplacer... C'est quelque chose qui ne bouge pas et qui ça de greffon qui après se greffon. D'accord. Oui, c'est différent. Ok. Merci. Je voudrais juste pour remercier Christian peut-être. Oui. Merci Christian pour... Merci pour votre invitation.
Merci pour vos questions. D'autres questions, n'hésitez pas. Oui. Oui, moi je l'avais évoqué tout à l'heure, le fait qu'il ne se passe pas la même chose au niveau sensoriel, quand ça passe par la vue, par l'ouïe, etc. Oui. Et donc, même si la déficit de la vue, par exemple, peut être remplacé par des capteurs et des choses comme ça, dans le cerveau, dans l'être, est-ce que le fonctionnement n'est pas le même, donc on va mettre à la place des éléments montants d'autres réactions. Alors, il y a des adaptations quand même qui se font, ça s'appelle la plasticité cérébrale, c'est-à-dire qu'on sait que quand on est jeune et que certaines parties du cerveau sont absentes ou déficientes, il y a une récupération par d'autres parties du cerveau. Ça se fait plus ou moins bien avec l'âge. C'était quoi le fond de la question? Est-ce que ce qui peut se faire dans cette plasticité, est-ce que ça induit autre chose, par exemple? Est-ce que c'est pas dévie le cours de la nature, donc, Oui. Alors, il y a quelque chose que c'est peut-être pas la réponse à votre question, mais c'est en lien avec elle. Lorsque on fait de la substitution sensorielle, il y a certains dispositifs, par exemple, qui font que au bout d'un moment, on a une intuition qui... Voilà, donc par exemple, en substitution sensorielle, alors, dans une personne normale, vous avez une partie du cerveau qui est à l'arrière, qui s'appelle la partie occipitale, qui traite vraiment de la vision. La vision, il y a plusieurs étages. Il y a les aires qu'on appelle primaires, élémentaires, donc dans lesquelles on va reconnaître les verticales, les horizontales, les couleurs. Et puis vous avez les parties arrière, les aires secondaires, qu'on appelle aires d'association, qui reconnaissent des formes, des pieds, des espaces, etc. Quand les gens utilisent la substitution sensorielle chez une personne aveugle, qui peut par exemple reconnaître des distances avec des sons, c'est la partie qu'on appelle visuelle secondaire, qui en fait qui s'active. Voilà, c'est elle qui s'active. Pourtant, il n'y a pas d'entrée sensorielle visuelle, mais finalement, on devrait l'appeler aire spatiale, si vous voulez. Mais évidemment, pour les doigts, c'est encore une autre aire qui peut jouer. Voilà, donc voilà, donc c'est en partie vrai. Ce mythe de la substitution sensorielle, c'est-à-dire on va faire, ça ne rentre pas par la porte, ça rentrera par la fenêtre, ça marche en partie. Mais dans les applications, c'est extrêmement limité. Et c'est uniquement, en fait, on est passé d'une philosophie où on veut remplacer l'œil à une philosophie où vous voulez faire quelque chose que nous faisons avec les yeux, vous voulez le faire, ben on va vous aider à le faire avec autre chose. Mais c'est orienté tâche, c'est pas remplacer tout le système. Je voulais dire que dans l'automobile, on utilise beaucoup toutes ces informations de... Oui. Quand on recule la voiture, il y a des bips qui ça faisait penser... Oui, ben le radar de recul, c'est la substitution sensorielle. D'ailleurs, le terme substitution sensorielle, il est peu à peu... on utilise suppléance sensorielle maintenant. Dans le substitution, il y a une espèce de remplacement. Dans suppléance, ça veut dire qu'on en rajoute. D'autres questions? Oui. Si on est dans la recherche d'adaptation, est-ce que ça veut dire qu'on sera toujours obligé de chercher des adaptations? On ne peut pas rechercher la récupération, par exemple, de la vision? Ah, mais ça, c'est d'autres laboratoires. Oui, évidemment, il y a des laboratoires d'ophtalmologie qui travaillent sur, et qui ont plein de succès actuellement, des opérations de la cataracte, par exemple. Enfin, on a des classes d'âge qui voyaient très très mal il y a 20 ans, 30 ans, qui maintenant voient très bien parce qu'ils ont été opérés de la cataracte par un implant. Donc, oui, il y a d'autres gens qui s'en occupent. Mais moi, partant des poissons électriques, je ne peux pas faire d'ophtalmologie. Par contre, je peux faire la conversion transmodale. Je peux passer d'une modalité à une autre. Je peux essayer
chose qui soit perceptible par une personne. Voilà. Y a-t-il un lien entre la Michel, recherche une question. entre les deux? Alors, plus philosophiquement, donc l'être humain devrait s'inspirer de son environnement, qu'il soit animal ou végétal, pour retrouver les Je vous entends mal, excusez-moi, parce que... Oui. Plus philosophiquement, l'être humain devrait s'inspirer de son environnement, c'est-à-dire des plantes, des animaux, pour progresser, trouver une interface entre les animaux, notre environnement, la nouvelle et Oui. nous. Mais il a toujours fait, c'est ce qu'on appelle la biomimétique. C'est ce qu'on appelle la biomimétique. Oui. Pour améliorer la vie. Oui. Oui, bon, alors, l'inspiration de la nature, c'est quand même la plus riche. Philosophiquement, je suis d'accord avec vous. Je repense à notre poisson. Donc, il n'a pratiquement pas la vue, il n'a pas d'odorat non plus. Si, il a de l'odorat, il a deux narines, deux paires de Je narines. trouvais qu'il n'avait pas grand-chose. Mais bon, Non. Il a beaucoup de choses que je n'ai pas, mais vous avez des choses qu'il n'a pas. non, Voilà. mais bien sûr. Oui. Parce que du coup, le système électrique était d'autant plus important que ces autres sens étaient moins performants. Et là, c'est pas forcément le cas. Non, mais de toute façon, enfin, parfois on parle de coévolution, on fait évidemment le rapprochement du fait qu'il voit mal et que voilà, mais à partir du moment où vous avez un organe qui remplit une fonction, qui est aussi remplie par un autre organe, si elle est mieux remplie par un, l'organe régresse en général dans le courant d'évolution. Donc comme notre queue a régressé, ou notre estomac, notre système digestif, il est assez faible parce que nous cuisons nos aliments. Donc on a un petit rien du tout d'appendice, là on en entend juste parler quand il s'infecte, alors qu'une souris a un immense, que nous on appelle appendice, c'est le sécom, ça lui permet de digérer du bois, des choses comme ça. Nous on n'a pas besoin de digérer du bois, on met nos légumes à bouillir et puis on les digère beaucoup mieux. Oui. Dernière question avant d'aller au food truck et continuer à discuter ensemble. Bon, sinon, merci encore. Merci.